19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 7 août 2024. Ce mercredi matin 7 août 2024, l'École nationale pour l'administration a servi de cadre pour le lancement officiel du projet Ilimi Nasiha et Misali, qui marque un tournant décisif dans l'engagement des différentes parties prenantes à renforcer le secteur éducatif au Niger, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur pour la jeunesse nigérienne. Le point avec Sekinot Sadou et Chebou Gisso. Ce projet dont le thème central tourne autour de l'éducation de masse, changement de comportement par la communication, l'information et la sensibilisation en penchant par l'exemple, est une initiative de l'Union des scolaires nigériens USN, soutenue par le Conseil national de la jeunesse du Niger, CNJN, et le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, dont la présidente Rek Jormkoy a fait part de leur apport. Il s'agit pour nous de participer à la prise en charge de la mobilisation sociale dans le cadre des actions citoyennes. Donc c'est dans le cadre de cet objectif que l'USN a introduit au niveau du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie une requête de collaboration et de financement pour un projet d'éducation de masse, changement de comportement par la communication, la sensibilisation et l'information. Et amener les élèves, les étudiants, en tout cas tous les membres, à utiliser leurs vacances pour pouvoir travailler, sensibiliser leurs pairs, mais également sensibiliser toute la population nigérienne sur les thématiques qui vont être développées par le secrétaire général. Le secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens USN, porteur du projet, élabore les différentes activités qui seront mises en œuvre. Ces activités se résument en animation des séances sur les valeurs civiques, patriotiques, la défense de la patrie et l'autoresponsabilité des jeunes. Donc ce ne sont pas seulement des activités qui auront lieu à Niamey, mais elles auront lieu dans toutes les régions de notre pays. Nous allons faire aussi des ateliers de formation des membres de ce qu'on appelle les niches patriotiques dans les 8 régions de notre pays. Il faut aussi parler des activités relatives au focus group. Au fait, on va aussi faire des focus group et des spots sur la désinformation et la manipulation, notamment à travers nos ambassadeurs pour la refondation de la patrie qui seront formés à travers des ateliers et par des experts, en tout cas pour essayer qu'ils soient des relais dans les différentes régions de notre pays, à commencer par Niamey. Nous allons aussi entreprendre des séances multiples de plantation d'arbres dans les écoles, les grandes écoles en tout cas des 8 régions de notre pays. Nous allons faire des jardins scolaires et nous allons aussi décorer nos villes. Nous allons aussi, chers camarades, faire une grande activité de récupération des tables, bancs, au nombre de 4000 sur toute l'étendue du territoire national. En résumé, il faut noter que le lancement du projet Ilimi de Nasiha à Misali marque le début d'une nouvelle ère pour l'éducation de masse au Niger. Avec une période d'exécution de 2 mois, ce projet promet de faire une différence significative dans la manière dont l'éducation et la sensibilisation sont perçues et mises en œuvre. Le bureau exécutif national du syndicat national des travailleurs du barrage de Kandaji a rendu public ce matin une déclaration au siège de la CNT. Motif dénoncer la situation dans laquelle se trouvent 500 employés nigériens licenciés malgré leur contrat, et cela depuis une année. Ismaël Mouni, Soumel Abdoulaye. La situation lamentable dans laquelle végètent les employés nigériens de la société chinoise CGGC dans le cadre de la construction du barrage de Kandaji, au centre de cette sortie médiatique du bureau exécutif national du syndicat national des travailleurs du barrage de Kandaji. Cela fait aujourd'hui 1 an jour pour jour que 500 pères de famille ont été licenciés illégalement alors qu'ils étaient sous contrat de travail.
Ces licenciements abusifs ont été faits sans aucun accessoire de salaire ni salaire pour la deuxième fois, surtout en cette période difficile que traverse notre pays. C'est avec regret que nous comptons parmi nos camarades licenciés 4 pères de famille décédés laissant femmes et enfants dans le deuil sans revenu aucun. Aujourd'hui, chers camarades, nous parlons de Labo Sandi. Il est cependant regrettable de constater que les 2 cabinets de placement, respectivement RH Consult et RDF, qui sont censés défendre les intérêts matériels et moraux de ses employés, ont préféré défendre leurs propres intérêts en encourageant cette société au licenciement injuste et abusif des 500 employés sous contrat sans aucun moyen de subsistance. Ça, ce n'est pas du Labo Sandi. À titre d'exemple, le refus de remettre les contrats des employés déjà signés depuis près de 2 ans, cette situation jure avec la réglementation en vigueur, le détournement des congés annuels de certains de ses employés, les imputations injustes sur les salaires des employés, la disparité des salaires journaliers et des salaires horaires dans les bulletins de salaire, la non-déclaration de certains de ses employés à la CNS, le non-versement des cotisations sociales à la CNS de certains employés. Face à cette situation déplorable, le syndicat ne saurait rester insensible. Cette situation d'injustice nous a conduit à ester une action en justice depuis plusieurs mois contre la société chinoise. J'ai nommé la CGC qui ne respecte pas les lois et règlements en matière de droit du travail en République du Niger. Dénonçons les propositions de cette société lors des négociations entre les parties de 20% des salaires qui leur sont dus depuis la date de cessation de leur poste jusqu'à la fin de leur contrat respectif à titre de compensation. Un employé qui a 50 000 francs, on lui propose 20% de son salaire, ce qui revient à 10 000 francs au nombre de mois restants dans le contrat dès la cessation des travaux jusqu'à la fin de son contrat, à méditer. Nous estimons que ces employés qui ont déjà leur contrat expiré avant la cessation des travaux, mais qui ont quand même continué à travailler à la demande de cette société. Le syndicat national des travailleurs du barrage de Kandaji lance un cri de cœur à l'endroit du CNSP et au gouvernement d'avoir un œil regardant sur le cas des travailleurs, mais également sur la reprise des travaux qui sera bénéfique pour le peuple nigérien, tout en demandant à leurs militants de rester mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre de la reprise des travaux sur le site. Dans la série de reportages portant sur les services de la Direction générale des impôts DGI, la rédaction de la Bari s'est intéressée à l'incivisme fiscal, un phénomène qui n'est pas sans conséquence dans la mobilisation des ressources internes. Le reportage est signé Adam Soumana et Sadodoumi. Fin 2023, début 2024 est une période qui restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Nigériens avec les dures épreuves que la population a endurées suite aux sanctions illégales et inhumaines imposées au pays par la communauté internationale. Une situation que les Nigériens ont pu surmonter grâce à un amour sans faille pour leur patrie, perceptible aussi bien du côté des autorités que de l'ensemble de la population ayant consenti des sacrifices pour maintenir le cap. Toute chose qui a permis de mobiliser des ressources internes pour le bon fonctionnement de l'administration publique. Cependant, force est de constater que nombreux concitoyens sont encore de nos jours plus préoccupés par leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la communauté, d'où leur incivisme fiscal. L'incivisme fiscal, par sa définition simple, c'est le manque de civisme, le manque de dévouement pour le bien de la nation. C'est aussi l'état caractérisant une personne dont le comportement traduit justement ce manque de dévouement-là pour sa nation. Lorsque vous refusez, ou vous vous éclipsez, ou vous fraudez, ou vous évadez, parce tout simplement que vous ne voulez pas payer l'impôt, mais vous n'aimez pas votre pays, vous êtes incivique. Et le bon citoyen, c'est celui-là qui a le bon réflexe et qui paye ses impôts. La conséquence de l'incivisme fiscal, elle est toute simple. C'est qu'elle déstabilise les recettes publiques et entache la capacité des autorités à fournir des services publics dont les citoyens ont besoin. En bon citoyen, il est recommandé d'éviter un tel comportement dont les conséquences sont lourdes pour la nation. L'incivisme fiscal n'est pas toujours conscient, il est souvent inconscient.
Eh bien, puisqu'il est souvent inconscient, il faut d'abord qu'on procède à des séances d'éducation civique. Et ça à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'à l'université. Dans les écoles coraniques, partout où l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Il faut qu'on procède à des séances d'éducation civique sur le civisme fiscal. Et il faut encore procéder ou créer des campagnes de communication et de formation pour inciter les citoyens à adopter un bon comportement et un bon réflexe. Comme aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, vous sillonnez la ville, en train de demander aux citoyens quel est le niveau de perception du fiscisme fiscal au Niger. C'est extrêmement important et c'est ce qu'il faut. Il n'y a pas de développement sans argent. Aucune autorité ne peut rien faire sans argent. Or, l'argent là, c'est à nous de le collecter, c'est à nous de le contribuer. Ceux qui nous donnent, ils prennent leur contribution pour nous amener. Or, aujourd'hui, on parle de la Boussani, on parle des Antchankassa. Écoutez, il n'y a pas de la Boussani et des Antchankassa si nous ne pouvons pas contribuer à notre propre développement. C'est que le président du CNSP, Tchani, a dit la dernière fois lors de son discours de fin d'année, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et je le félicite beaucoup. Et nous remercions, nous en tant qu'organisation active au service fiscal, nous remercions la direction générale des impôts, nous remercions le directeur général des impôts, y compris l'ensemble des agents des impôts qui ont su supporter toutes ces difficultés-là que nous avons endurées durant les sanctions effectivement du CEDEAO et les sanctions internationales infligées à notre pays. Nous les supportons beaucoup parce que nous les soutenons beaucoup, parce qu'ils ont fait un beau travail. Ils sont arrivés à collecter de quoi payer les fonctionnaires et de quoi faire fonctionner l'administration publique et de quoi assurer la sécurité. Parce que, quoi qu'on dise, l'argent de l'impôt sert à quoi? Sert à financer l'administration et à garantir la sécurité. C'est cela l'important. Ainsi, pour faire de l'Aboussani ou Zantchankassa un comportement et non de 20 mots, tout patriote sincère et digne de son nom doit se dire qu'il a certes des droits, mais surtout des devoirs vis-à-vis de son pays. Parmi ces derniers figure en bonne place le fait de s'acquitter de ses impôts régulièrement. Voilà, place à présent au rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire dont le numéro d'aujourd'hui traite de la perquisition, un sujet traité par maître Moustapha Amidou Niébé Maman, avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La perquisition est une mesure qui, dans le cadre d'une enquête, consiste pour les officiers de la police judiciaire de chercher des éléments de preuve dans des lieux privés pour essayer de montrer la culpabilité ou non d'une personne à l'issue d'une infraction pénale. Les règles régissant la perquisition diffèrent selon qu'on se retrouve en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire. L'enquête de flagrance, c'est toutes les fois où une infraction vient de se commettre ou dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée a été retrouvée en présence d'éléments laissant penser qu'elle a participé à la commission de cette infraction. Ou aussi, la personne revient reconnaître les faits devant l'officier de la police judiciaire. C'est ces situations-là qui peuvent amener un officier de la police judiciaire à diligenter une enquête de flagrance. Et toutes les fois où la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise que par la saisie des papiers, documents, objets, à la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir les objets relatifs aux faits incriminés, on dit l'officier de la police judiciaire se transporte sans désemparer sur le champ alors au domicile de ces personnes pour y procéder à une perquisition
dont il dresse un procès verbal. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas n'importe qui peut se lever, tout policier ou tout garde ou tout gendarme qui soit, pour aller perquisitionner. Il faut que cette personne qui va procéder à la perquisition ait la qualité d'officier de police judiciaire. C'est l'article 16 de notre code de procédure pénale qui a fait ressortir ces personnes-là qui ont la qualité d'officier de police judiciaire. Les règles régissant cette perquisition sont tout autant définies par la loi. Pour faire une perquisition, toujours en enquête de flagrance, eh bien, la perquisition est faite en présence de la personne au domicile duquel l'opération a lieu. Il faut forcément la présence de cette personne. On dit en cas d'impossibilité, si la personne ne peut pas, pour des raisons techniques ou pour des raisons matérielles, se présenter à son domicile pour que cette perquisition se fasse en sa présence, l'officier de police judiciaire qui se trouve être sur le lieu doit l'inviter à désigner un représentant pour assister à cette perquisition. Si cette condition ne peut aussi être remplie, eh bien, on dit l'officier de police judiciaire doit désigner 2 témoins. Mais la condition aussi, c'est que ces 2 témoins ne doivent pas être sous son autorité. Le procès verbal de perquisition est signé par toutes les parties, toutes les personnes en présence. Si c'était la personne au domicile de laquelle l'opération a lieu, la personne doit apposer sa signature. Si c'était son représentant, la personne doit apposer sa signature. Si c'était les 2 témoins désignés par l'officier de police judiciaire, ces personnes doivent aussi apposer leur signature. S'il y a refus de mentionner, d'apposer leur signature après avoir participé à l'opération, mention de ce refus doit être portée au procès verbal. Maintenant, on dit, si pour des raisons de nécessité, l'officier de police judiciaire doit constater une infraction, eh bien, on dit, il peut faire recours à toute personne qui a les compétences. Il se peut que l'officier n'a pas la compétence dans tel ou tel domaine en rapport avec l'infraction dont l'enquête de flagrance est en cours, et bien, conformément à la loi, l'officier de police judiciaire peut faire recours à toute personne qui a la compétence. Toutes ces opérations ci-dessus citées doivent intervenir dans un temps bien déterminé, dans des horaires bien déterminés. La réponse a été donnée par l'article 54 de notre code de procédure pénale. On nous dit les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 5 h du matin et après 21 h. C'est extrêmement important. C'est pas parce que la personne est soupçonnée d'avoir participé à une infraction ou bien d'avoir commis une infraction qu'on va essayer de violer la quiétude de cette personne-là. Au-delà de la commission de l'infraction, la personne reste un être humain qui a des droits inaliénables. Le respect, c'est ce qu'on appelle le respect de la vie privée. Parce que d'habitude, les perquisitions s'opèrent dans des lieux privés, soit un domicile, soit un bureau à usage professionnel, ainsi de suite. Ça, c'est le principe. De 5 h à 21 h. On ne peut pas... C'est l'intervalle qu'on peut opérer des perquisitions. À côté du principe, il y a 2 exceptions prévues par la loi. La première situation, c'est lorsque le chef de famille requiert l'officier de la police judiciaire pour venir à son domicile pour faire
une perquisition ou pour faire des constatations. Eh bien, dans cette situation, le respect des horaires là vont sauter. Parce que c'est le chef de la famille qui se trouve être le propriétaire de la maison qui demande à l'officier. Donc c'est ça, on appelle une réclamation provenant de l'intérieur de la maison. La deuxième situation, c'est les exceptions prévues par la loi. Il y a plusieurs exceptions prévues par la loi. La première situation, c'est en matière de terrorisme. Eh bien, en la matière, c'est l'article 605.6 de l'ordonnance numéro 2011-13 du 27 janvier 2011 qui nous dit « Les officiers de police judiciaire agissant en matière de lutte contre le terrorisme peuvent procéder à des perquisitions domiciliaires et à toute saisie en cas de présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste. » C'est ça la condition. Présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste. Ces perquisitions et saisies peuvent être menées à tout moment et à tout lieu. Donc là, c'est vraiment une exception prévue par la loi parce que, quel que soit l'endroit, de par cette disposition, l'officier de la police judiciaire qui se trouve en présence de présomption d'existence d'indices en relation avec une entreprise terroriste peut opérer une perquisition. Quel que soit le lieu et quel que soit l'heure. Donc ça peut être 4h, 2h, 3h du matin. La loi lui donne l'autorisation. La deuxième situation, c'est en matière de drogue. Mais là, il faut souligner que c'est bien encadré par la loi. Parce que c'est l'article 119 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue qui nous donne la solution. On nous dit les visites, perquisitions et saisies dans les locaux où sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement des drogues à risque ou à haut risque, ou des précurseurs, équipements et matériels destinés à la culture, à la production ou à la fabrication illicite des dites drogues, et dans les locaux où la mise en société des drogues à haut risque sont possibles à toute heure du jour et de nuit. Maintenant, on nous dit elles ne pourront se faire de nuit que pour la recherche et la contestation des infractions prévues aux articles 94 à 100 de la même loi. Tout procès verbal dressé pour un autre objet sera frappé de nullité. Elles doivent être précédées d'une autorisation écrite du procureur de la République lorsqu'il s'agira de les effectuer dans une maison d'habitation ou dans un appartement. Ce qui veut dire que cette loi, au-delà de l'autorisation accordée, encadre strictement cette procédure. C'est seulement pour certaines infractions relatives à la drogue que les perquisitions peuvent se faire à tout moment, du jour comme de nuit et à toute heure. Et aussi, s'il s'agira de les effectuer dans une maison servant d'habitation, l'autorisation écrite préalable du procureur de la République est indispensable. Donc, tout ça, c'est pour vraiment encadrer la liberté des personnes. C'est pour amener les officiers de la police judiciaire à respecter un tant soit peu la vie privée des citoyens. Ces procès-verbaux de perquisition doivent revêtir un certain formalisme qui, en l'absence, peut amener à annuler ces 10 procès-verbaux. La réponse est donnée par l'article 416 du Code de procédure pénale qui nous dit « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier à la forme,
si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. J'expliquais tantôt que pour certaines perquisitions, il faut la présence par exemple de la personne au domicile duquel l'opération a lieu. À défaut, il faut désigner un représentant. À défaut, il faut désigner 2 témoins. Ça, c'est des formes. C'est ce qu'on appelle la forme. Si un OPJ, un officier de la police judiciaire passe outre et dresse un procès verbal dans des conditions autres que celles prévues par la loi, eh bien, ces procès verbaux peuvent être annulés conformément à l'article 416. N'auront plus de valeur probante. Or, l'objectif, c'est cela, c'est de servir comme preuve à la justice. Donc, c'est pourquoi la forme doit aussi être respectée. Donc, tout ce que nous avions dit, c'est lorsque l'officier de la police judiciaire agit en enquête de flagrance. À côté de cette enquête de flagrance, il y a l'enquête préliminaire. Donc là, c'est prévu par l'article, par le code de procédure pénale. On dit les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment express de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé, ou si celui-ci ne sait écrire, il est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Donc, en enquête préliminaire, eh bien, la personne, au-delà de sa présence, doit donner son autorisation expresse de procéder à la perquisition. Contrairement à l'enquête de flagrance où c'est juste la présence qui est demandée et non l'autorisation. Donc, il y a aussi une autre situation pour les infractions militaires. Ce sont des infractions particulières qui répondent à un régime spécifique. Lorsque les officiers de police judiciaire militaire sont appelés, hors le cas de crimes et délits flagrants, à procéder à un constat ou à une perquisition dans des établissements ne dépendant pas du ministère chargé de la Défense ou dans une propriété privée où il a été commis un crime ou un délit relevant de la compétence de la juridiction militaire, il adresse à l'autorité judiciaire civile leur réquisition tendant à obtenir l'entrée dans ces établissements ou propriétés privées. L'autorité judiciaire civile est tenue de déférer à cette réquisition. Donc, lorsqu'une infraction militaire est soupçonnée d'avoir été commise dans un lieu, on dit ne dépendant pas du ministère chargé de la Défense. L'officier de police judiciaire militaire saisit l'autorité judiciaire civile pour requérir son autorisation. Cette autorité doit accepter l'autorisation, la réquisition et participer à l'opération pour procéder à cette perquisition. On dit en temps de guerre ou période d'exception, lorsqu'il s'agit de l'auteur ou du complice de l'infraction, les officiers de police judiciaire militaire peuvent passer outre les réquisitions de l'autorité judiciaire civile. Les perquisitions et saisies dans les établissements militaires et de leurs dépendances peuvent être effectuées à toute heure, de jour et de nuit, sur prescription des autorités investies des pouvoirs de poursuite judiciaire militaire. Donc vous voyez, c'est vraiment autant d'exceptions prévues par le législateur pour amener les gens à être perquisitionnés à tout moment et en tout lieu. Tout ceci reste, je dis bien, encadré bien évidemment par la loi.